Bonjour à tous, merci d'être là encore parmi nous pour cette conversation avec Monsieur Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Monsieur Ziguélé, bonjour. Alors, les gens maintenant connaissent votre visage puisque vous avez participé à plusieurs sessions au courant de ces Med Days 2013. Notamment, on vous a entendu avec panache hier lors de la session sur Faut-il croire en l'Afrique ? On a vu que vous êtes, je dirais moi, un Africain optimiste mais prudent. C'est-à-dire que vous croyez en l'avenir du continent, mais vous avez quelques réserves quant à la mise en œuvre réelle de cette dynamique de progrès. On en parlera donc. Une petite présentation. Donc, vous avez été, donc, comme je l'ai dit, ancien Premier ministre en RCA. C'était sous le président Ange Félix Patassé, donc entre 2001 et 2003. Et vous avez quitté le pouvoir donc, à l'arrivée par coup d'État du général François Bozizé en mars 2003. Et vous avez été candidat à la présidentielle en 2005 et vous avez fait un bon score, puisque obtenu d'abord 23,5% au premier tour et vous êtes retrouvé au second tour. Donc face au président Bozizé, vous avez perdu, mais vous avez quand même fait un score plus qu'honorable puisque vous avez obtenu 35,4% des voix. Également candidat en 2011, mais l'élection a été remportée au premier tour par le général Bozizé dans des conditions plus que contestables, et c'est un euphémisme, on y reviendra peut-être. Alors je dirais aussi que vous avez une expérience aussi dans le secteur privé, dans l'économie, dans le monde de la finance, puisque vous avez travaillé dans l'assurance, dans le domaine de l'assurance en Afrique, et on sait que c'est un domaine important et un domaine d'avenir. Et alors, bien sûr, vous serez aussi candidat lors des élections de 2014, et on espère qu'elles pourront se dérouler dans des bonnes conditions. Ça sera donc au terme de cette période de transition actuelle que vit la République centrafricaine. Alors vous êtes aussi le président du MLPC, le mouvement de libération du peuple centrafricain. Et on parlera donc durant cette conversation, c'est à peu près 45 minutes, on laissera disons une dizaine de minutes d'échange avec le public qui aura sans doute quelques questions à vous poser. On parlera d'abord de la situation en RCA, ensuite d'économie, d'intégration régionale, parce que c'est un domaine que vous connaissez très bien, comme je l'ai dit. Vous avez été Premier ministre et vous avez participé aussi à cette dynamique de renforcement de l'intégration régionale au niveau de la CEMAC, donc la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et enfin, on parlera de la place de l'Afrique dans le monde, conformément donc au titre de ces Med Days 2013, c'est-à-dire quelle émergence dans un monde instable. Donc, première partie d'abord, concernant la situation en RCA, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, bien que, de mon point de vue en tant que professionnel de la presse, j'estime que l'on ne parle pas assez dans la presse mainstream, ça veut dire les grands journaux, de ce qui se passe actuellement en RCA. Pourtant, la situation est déplorable. Je lisais encore récemment un appel au secours lancé par Mia Farrow, donc au nom de l'UNICEF, pour la situation des enfants. C'est une crise humanitaire qui découle d'une crise politique après le coup d'État donc, de la Séléka, donc cette coalition de la rébellion qui a destitué le président François Bozizé. Et actuellement, il y a un pouvoir de transition qui est présidé par Michel Djotodia et le Premier ministre Nicolas Tsangai. Alors, question simple, question directe, mais ô combien importante. Quel regard vous portez sur votre pays aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre ? Je voudrais vous remercier et surtout remercier M. Firi et l'Institut Amadeus qui a inscrit vraiment en dernier moment mon intervention, cette discussion-là de maintenant, n'est-ce pas, au programme des Med Days. Parce que pendant la session tout à l'heure sur le Sahel, on parlait de la multipolarité des crises qui affectent l'Afrique. Et la République centrafricaine, Africa Ousta en arabe, est vraiment au cœur géographique de l'Afrique. Au cœur géographique de l'Afrique. Et donc nous sommes à équidistance du Cap au sud et du Caire au nord, et à équidistance de Dakar et de Djibouti. Nous sommes vraiment au cœur de l'Afrique et je pense que lorsque un mal frappe au cœur, c'est tout le corps qui est paralysé. La RCA vit actuellement une situation très difficile, tout simplement parce que nous avons eu peut-être plus que d'autres des difficultés dans la construction d'un État. Parce qu'il s'agit de cela. Il s'agit de la relation
entre les citoyens et l'État. Et comme disait tout à l'heure M. Dufourcq dans le panel précédent, de la relation du centre également et de la périphérie. Il se trouve que après plusieurs changements inconstitutionnels de pouvoir, le pouvoir de François Bozé, comme je disais, a fait face pour la première fois dans notre histoire à des rébellions internes. Ces rébellions militaires devaient être donc traitées dans les cadres des programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Les fonds qui ont été alloués à ce programme-là ont été dilapidés par le pouvoir à d'autres fins. Il y avait également, parallèlement à cela, le programme de réforme du secteur de la sécurité. Là encore, manque de volonté politique. Les autorités pensaient que la réforme du secteur de sécurité leur faisait échapper le contrôle de l'armée. Donc, volontairement, ils ont instrumentalisé et dévié ce processus de ces objectifs républicains. Et à la fin du processus, lorsque les mouvements de rébellion, hier antagonistes, ont eu l'idée de se coaliser et de former un front contre le pouvoir s'est effondré en moins de 4 mois. C'est ça la réalité centrafricaine. Donc, aujourd'hui, il y a une mobilisation d'abord des pays de la communauté économique de l'Afrique centrale qui avait cette force-là qui s'appelait la MICOPAX, c'est-à-dire la mission de paix en Afrique centrale, et qui aujourd'hui est portée par l'Union africaine pour devenir la MISCA, la mission de sécurisation en Centrafrique. Et vous le savez certainement, il y a eu une résolution qui a été votée aux Nations Unies, la résolution 21-21, qui accepte le principe de création de cette force-là. Et au moment où je vous parle, les débats sont en train de se faire. Il y aura un débat interne aux Nations Unies lundi, donc dans 2 jours, pour préparer une résolution début décembre qui pourrait éventuellement transformer cette mission de paix de l'Union africaine en une mission des Nations Unies avec un mandat robuste sous chapitre 7 pour mettre fin à l'état d'anarchie militaire aujourd'hui à l'intérieur du pays. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle guerre civile en RSCA? Je ne sais pas si nous sommes à la veille d'une guerre civile ou si nous sommes dans les faits dans une situation proto-guerre civile, parce qu'en dehors de Bangui, qui est la capitale du pays et qui est peu ou prou sécurisée, parce qu'il y a encore des incidents à Bangui qui sont difficilement maîtrisables, mais l'intérieur du pays est reparti entre des seigneurs de guerre, en réalité, qui font leurs lois. Et cette situation est inacceptable, parce que ces forces-là défient toutes les autorités, y compris les responsables de la Séléka, qu'ils sont censés, après avoir apporté au pouvoir. Donc, on voit, comme dans le cas du Mali, que derrière tout cela, derrière tout le langage pseudo-politique, derrière tout le langage derrière toute cette communication qui tente à justifier cette action de rébellion, on voit qu'en réalité, il y a des entreprises tout simplement économiques, mais criminelles. Parce que les seigneurs de guerre, ils mettent en coup pour régler ces territoires, ça prélève les taxes de l'État de manière indue, ils se sont substitués à l'administration civile et militaire, ils exportent des bois, ils cherchent du diamant, etc. etc. Donc, c'est la recherche de l'argent qui est en fait leur finalité. Et nous sommes là en plein processus de délitement d'un État. Est-ce que l'actuel président par intérim, Michel Djotodia, selon vous, est-ce qu'il maîtrise la situation? Parce qu'on a l'impression, mais vu de l'extérieur, qu'il a l'air un petit peu dépassé. Non, je crois que lui-même, il a eu à faire plusieurs déclarations dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État et de la primauté de l'action politique par rapport aux militaires. Mais force est de constater qu'il n'est pas obéi. Et lorsque vous n'êtes pas obéi, ça veut dire que vous n'avez pas d'influence sur les forces militaires. Or, le principe dans une république, c'est que le militaire obéit aux politiques en toutes circonstances et en tout lieu. C'est ça les caractéristiques d'une république ou d'un État de droit, pour être plus simple. Et dans le cas actuel en Centrafrique, les forces militaires, les forces qui ont les armes sur le terrain, n'obéissent pas à l'autorité politique. Et le but de la mission de la MISCA, le but premier de la MISCA, c'est de restaurer justement l'autorité de l'État partout et en tout lieu, en tout moment, et même contre la volonté de ceux qui portent aujourd'hui les armes. Mais est-ce que, si on peut dire, le vert n'était pas déjà dans le fruit dès le départ, puisque la Séléka est une alliance hétéroclite de différents mouvements rebelles, une alliance de circonstances pour renverser le général Bozizé,
Et aujourd'hui, les dissensions ont apparu dès le lendemain de leur prise de pouvoir. Alors comment faire pour avoir une certaine cohérence et une certaine unicité de voix? À qui parler? Parce qu'il y a différents interlocuteurs qui tous détiennent, à chacun à son niveau, des armes et donc une force de nuisance très importante. Oui, je pense que c'est là où réside la complexité du problème. Dès le moment où il y a une coalition de forces rebelles et que les chefs de différentes coalitions se considèrent comme des pairs, c'est-à-dire donc celui qui est le chef de la coalition, en l'occurrence le chef d'État de transition, est le primus inter pares, c'est-à-dire il est le premier mais parmi des semblables. Et c'est là toute la problématique. On voit bien que la chaîne de commandement politique et militaire n'est pas unique, puisque les ordres ne sont pas respectés dans les étages inférieurs. On voit bien que la dissolution de Séléka ne s'est pas traduite sur le terrain par une disparition de ces hommes en armes qui ne répondent pas aux forces armées centrafricaines. Et je pense que c'est après observation de cette situation complètement délétère et qui échappe à l'autorité politique que la solution il a été décidé lors de la réunion du groupe international, le contact qui a eu lieu à Bangui le 8 novembre, donc juste la semaine passée. Il y a eu donc la décision de transférer le commandement de la MICOPAX, c'est-à-dire de la force de la CEAC, à la force africaine le 19 décembre, en attendant la résolution des Nations Unies, pour qu'en janvier, il y ait un désarmement forcé de toute personne portant des armes à Bangui ou à n'importe quel endroit du pays et qui n'a pas le droit de les porter. Est-ce qu'on pourra le faire avec 3500 hommes de la MISCA? Bon, je lisais ce matin une interview de M. Edmond Millet, qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix, qui vient de conduire une mission en Centrafrique, juste la semaine dernière, le 8 novembre. Il conduisait une mission aussi bien de l'Union africaine que de l'Union européenne, et il a dit qu'à son avis, 3500 hommes, c'est insuffisant. Il faut, à son avis, à peu près 6 000 hommes. Moi, je dis qu'il faut à peu près 8 à 10 000 hommes. Pourquoi? Parce que la République centrafricaine, c'est un territoire aussi vaste que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis. C'est un pays de 624 000 km². Et dans ce territoire, dans ce vaste territoire, il n'y a que 4,5 millions d'habitants. C'est-à-dire, en réalité, il y a à peu près moins d'un habitant au kilomètre carré. Et vous avez toute la moitié est du pays qui est pratiquement vide, parce qu'elle est sous-peuplée, et c'est dans ces zones également qu'on trouve les mines de diamants dispersées, etc. Et c'est là où se focalise, où il y a des abcès de fixation de ces mouvements de rébellion. Et le fait que ces mouvements soient en emprise directe avec des richesses du sous-sol nous rappelle quelque chose dans la sous-région, c'est-à-dire l'Est de la République démocratique du Congo, avec tout le mal que la communauté nationale a aujourd'hui pour réduire ces multiples mouvements de rébellion qui, en réalité, se nourrissent de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il faut agir vite, il faut agir de manière précise, il faut agir massivement pour que le mal qui n'est pas encore assez profond puisse être rapidement éradiqué. Autre question, c'est aussi quelque chose qu'on lit parfois dans les journaux, et alors je voudrais votre point de vue. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en RCA, ça a des dessous ethniques ou religieux? Est-ce qu'il y a un conflit ethnique et religieux en RCA? Non, je crois que historiquement, il faut savoir que la République centrafricaine est un pays enclavé. Nous n'avons pas d'accès à la mer. Le port le plus proche, c'est le port de Douala au Cameroun, qui est à 1400 km de Bangui. Par l'est, Port Soudan, c'est à plus de 2500 km de Bangui. Et les régions nord-est de notre pays, aux confins du Soudan et du Tchad, d'où vient la rébellion, sont des régions enclavées dans un pays enclavé. Enclavées physiquement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes pour y aller. Enclavées géographiquement encore, parce que ces régions-là sont inondées à peu près 6 mois par an. 6 mois par an, ces régions sont inondées du fait de fortes précipitations et on ne peut pas y accéder. Donc les compatriotes de ces régions-là, comme un peu les Touaregs au Mali, se sont sentis un peu éloignés de Bangui, mais plutôt proches du Tchad ou du Soudan. Et donc, cela a fait que ces frustrations ont donné lieu à des mouvements de rébellion à forte consonance, j'allais dire régionale.
Et ce sont ces mouvements de rébellion qui auparavant s'opposaient, comme je le disais tantôt, qui ont eu l'idée de se réunir. Et lorsqu'elles se sont réunies, elles ont mis à mal, elles se sont emparées de l'État. Voilà la situation. Mais ces mouvements-là ne sont pas acceptés par les populations de Bangui. Non, les mouvements, dans un premier temps, je dirais que compte tenu de la mauvaise gouvernance et du caractère ethnique et prédateur, il faut le dire, du régime de François Bozizé, les Centrafricains ont accueilli comme un soulagement l'arrivée de cette rébellion à la tête de l'État. Mais très rapidement, à cause justement de la multiplicité des chefs et du manque de chaîne de commandement et surtout de la grande autonomie des sous-chefs militaires qui chacun a pris une portion de territoire et commettait ou commettent toujours des exactions sur des personnes, sur des biens, etc., etc. Très vite, la population a déchanté. Très vite, la population a déchanté et aujourd'hui, il y a tous les jours, pratiquement tous les jours, il y a des mouvements organisés d'autodéfense contre les mouvements de rébellion, contre les chefs militaires, contre les militaires de la rébellion. Il y a des mouvements aussi à Bangui, etc., contre les exactions qui sont commises sur les personnes ou sur les biens par ces mouvements de rébellion. Donc, c'est ce sentiment, c'est cette réaction contre la violence qui fait que nous craignons l'apparition de germes d'opposition entre des communautés sur la base de la religion. Pourquoi? Parce que la majorité des éléments de la coalition, ou au moins des chefs de la coalition, sont de confession musulmane, alors que la population est majoritairement chrétienne. Et vous savez comment ça se passe? Lorsque dans un pays il y a des difficultés comme ça, il y a des apprentis sorciers qui essaient de pêcher en eau trouble pour opposer des communautés qui ont toujours vécu dans ce pays-là en parfaite harmonie. Vous prenez n'importe quel village, il y a 4800 villages en Centrafrique. Dans chaque village, il y a des musulmans et des chrétiens. Bien avant l'indépendance, bien avant même la colonisation. Donc, et ces populations ont toujours vécu en harmonie. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de ces faits-là, comme je venais de le dire, il y a une instrumentalisation de ces contradictions pour en tirer des bénéfices politiques et pour opposer les communautés les unes contre les autres. Naturellement, notre responsabilité en tant que parti politique, c'est de faire en sorte que cela n'ait pas lieu. Alors dites-moi maintenant, l'ex-président actuellement, François Bozizé, on l'entend, de temps en temps il prend la parole, d'abord de son exil au Cameroun et ensuite en France ou ailleurs, et il dit qu'il reviendra au pouvoir et que si demain il y avait une élection, il est certain de remporter cette élection. Vous pensez qu'il a encore beaucoup de soutien populaire sur place en Centrafrique, et est-ce qu'il a encore un pouvoir de nuisance? Pouvoir de nuisance, oui. Puisque pour nuire, on n'a pas besoin d'être très intelligent. Il suffit de faire le mal. Donc, pouvoir de nuisance, oui. C'est possible qu'il puisse instrumentaliser un certain nombre de personnes sur différentes bases ethniques, régionales, confessionnelles, etc., pour continuer à se battre les uns contre les autres. Comme il l'a déjà fait, d'ailleurs, quand il était au pouvoir, il a passé son temps à opposer les Centrafricains les uns les autres sur la base de la région, de la religion, de la fortune, etc. Je pense que ce type de démarche est sans issue. Parce qu'il y aura un jour où les uns et les autres comprendront qu'ils ont autre chose à faire que de s'entretuer. Maintenant, ces déclarations pour dire qu'il reviendra au pouvoir par la force, mais il était déjà arrivé au pouvoir par la force en mars 2003. Et je pense que c'est là où nous, en tant que parti politique, nous avons un travail très important à faire dans nos pays respectifs pour que la citoyenneté soit bien comprise par les citoyens. Parce que personne n'est propriétaire d'un pays. Que quelqu'un qui a géré un pays pendant 10 ans, qui a échoué à construire le bien-être collectif, se permette de dire, bon, mais j'ai perdu le pouvoir, mais je tuerai autant de mes compatriotes que je peux le faire pour revenir au pouvoir. Moi, je dis que c'est une personne qui a des problèmes de santé mentale. Parce que l'avenir d'un pays ne peut pas se réunir à un individu. Et il faut savoir que même du point de vue biologique, nous sommes appelés à passer le relais. La plus grande satisfaction, à mon avis, pour quelqu'un dont l'intérêt général est l'objectif principal, c'est de préparer son pays, de construire son pays, de faire en sorte que son pays ait des hommes et des femmes qui puissent permettre au plus grand nombre de vivre et de vivre décemment. Je pense que c'est le challenge que tout homme
politique digne de son nom doit avoir, et non se placer avant toute chose, d'être nombriliste, d'être égoïste, d'être narcissique, et de dire que le monde se réduit à moi, et si moi je ne suis pas là, il faut qu'il y ait le chaos. Ça montre la distance qu'il y a entre le travail, le pays tel que nous l'avons aujourd'hui, et ce que nous devons faire pour arriver vraiment à avoir des citoyens. Mais Monsieur le Premier ministre, vous avez participé, hein, on l'a dit, au pouvoir, vous avez été ancien Premier ministre, vous êtes un homme politique éminent hein, de la République centrafricaine. Est-ce que cette coalition qu'on peut qualifier donc d'opposition démocratique, qui n'a pas pris les armes hein, pour changer le pouvoir, est-ce que vous n'avez pas aussi une certaine responsabilité? Il n'y a pas un peu un examen de conscience à faire que vous tous, en tant qu'élite politique centrafricaine, vous êtes responsable de la situation de votre beau pays aujourd'hui? Je me réfère encore au panel de ce matin sur le Sahel, sur le Mali et le Sahel, et sur la conclusion du doyen Abdoulaye Coulibaly, que je partage. Vous savez, tous les problèmes qu'on a dans la vie en société, c'est que lorsqu'il arrive quelque chose de fâcheux, le premier réflexe, le réflexe pavlovien, le réflexe naturel, c'est de dire que c'est l'autre qui a tort. On est en train toujours de chercher ailleurs les causes de nos malheurs. Oui, ce que vous dites est vrai. Les Centrafricains sont d'abord responsables de la situation de leur pays. Mais la Séléka, je l'ai dit 1000 fois en Centrafrique, la Séléka, la coalition rebelle Séléka, est le fruit de nos lâchetés respectives. Vous savez, dans un pays, lorsque vous avez des dirigeants qui violent la loi et que vous faites complice de cette violation en vous disant, mais aujourd'hui je peux profiter, je veux manger aujourd'hui, mais demain on peut me tuer, il n'y a pas de problème, mais vous ne serez pas tué demain, vous serez tué aujourd'hui. Donc c'est cette lâcheté collective-là, ce renoncement, cette irresponsabilité qui nous conduit à des monstres politiques. Donc je partage entièrement cette analyse-là. C'est pour ça que, vous l'aurez remarqué, depuis que nous avons perdu le pouvoir en 2003, j'ai refusé de participer à un régime issu d'un coup d'État. Malgré des sollicitations pressantes, j'ai refusé cela. Parce que pour moi, on ne peut pas se dire démocrate, on ne peut pas se dire républicain et accepter de travailler avec quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes. Et je suis resté 10 ans dans l'opposition en train de tenir ce discours malgré 1000 menaces, 1000 intimidations. J'ai été attaqué pendant des meetings, lapidé, traîné dans des commissariats à l'aéroport, humilié, parce que je ne voulais pas participer, comme on dit, à la mangeoire. Parce que je pense que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il faut payer aussi de sa personne pour construire des états de droit en Afrique. Et lorsque vous avez des états de droit, qui demande l'application de la loi dans un état de droit? Ben, les plus grands criminels du monde. Regardez Taylor. Taylor, aujourd'hui, utilise des principes de droit pour demander en sa faveur l'application du droit. Mais j'aurais voulu le voir faire la même chose à la tête du Libéria il y a 20 ans. Donc, le droit, l'état de droit, la lutte pour les libertés, c'est au bénéfice de tout le monde. C'est pour ça que je dis oui, nous sommes responsables de cette situation, parce que nous n'avons pas eu le courage politique de prendre nos responsabilités quand notre pays allait mal, ou bien beaucoup de Centrafricains n'ont pas eu le courage de nous appuyer dans notre démarche pour demander la construction d'un État de droit, un État bien gouverné. Et naturellement, nous arrivons à des situations de blocage politique où nous sommes obligés aujourd'hui de faire recours en réalité à la charité des uns et des autres pour nous aider à nous débarrasser des Centrafricains ou des mercenaires étrangers que les Centrafricains ont amenés dans le pays pour mettre fin à une situation qu'ils estimaient être une situation de dictature. Donc vous voyez, c'est comme le serpent qui se mord la queue et il faut qu'on tranche un jour ce nœud-là. Est-ce que vous pensez, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle que vous venez de la décrire, d'un relatif chaos, en tout cas d'une grande problématique pour résoudre la question avant tout sécuritaire, hein, l'insécurité qui sévit actuellement en RCA, est-ce que le délai de cette transition pourrait être tenu? C'est-à-dire qu'il y ait des élections libres et transparentes en 2014? Oui, moi je pense que si, en politique en général,
si vous commencez à discuter d'un problème délicat et que vous dites que vous ne croyez pas à ce que l'autre qui est en face de vous dit, vous n'avancerez pas. Mais de façon réaliste, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation du Mali. Nous sommes dans une situation où, j'allais dire, à tout casser, 200 seigneurs de guerre, 150 seigneurs de guerre ont mis en coupe régler le pays. On a besoin de moins de temps que pour le Mali pour remettre de l'ordre, ramener l'autorité de l'État, la police, la gendarmerie, parce que la police et la gendarmerie, c'est ça l'expression de la République. C'est eux qui maintiennent l'ordre. Et l'armée est là pour la défense de l'intégrité du pays. Ces conditions peuvent être remplies en 3 mois. Et nous ne sommes pas le Nigeria, nous sommes 4,5 millions. 4,5 millions, c'est le tiers de la population de Casablanca au Maroc. Donc on peut organiser des élections très rapidement. Et je pense que le calendrier peut être tenu, mais il faut que la question sécuritaire soit réglée rapidement. Je m'en voudrais de ne pas faire un parallèle avec la situation du Mali. Je le dis avec beaucoup de tristesse au cœur. Vous voyez, quand il y a eu des problèmes au Mali, on a demandé à la CEDEAO de mettre en place une force. La CEDEAO passait de réunion en réunion. Abidjan, Abuja, Ouaga, Bamako, je ne sais pas, Dakar, etc., etc. Et pendant ce temps, les djihadistes prenaient du poids, prenaient de l'emprise, aussi bien territoriale que militaire, etc., et se sont même permis de lancer une colonne sur Bamako pour prendre carrément le pays, parce qu'ils ont eu le temps de s'organiser. C'est à peu près la même chose qui se passe en Centrafrique. C'est vrai qu'en Centrafrique, la Mycopax est sur le terrain et fait ce qu'elle peut faire. Mais vous savez que dans un pays de 624 000 km², quelle que soit la bonne volonté ou l'aguerrissement des militaires en question, vous ne pouvez pas pacifier un pays de 624 000 km² à 3 000 militaires, n'est-ce pas? Sans moyens aériens, etc., etc. Donc, il faut que je suis là pour faire le plaidoyer pour qu'une réponse rapide et efficace et dimensionnée aux défis que nous avons aujourd'hui puisse être rapidement apportée, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de trop pour les populations. Est-ce que, lors des élections de l'an prochain, s'ils se tiennent, donc comme prévu, en 2014, vous avez déjà annoncé que vous comptiez présenter votre candidature. Si on regarde un peu avec du recul, ça fait près de 10-13 ans que c'est toujours la même classe politique qui va s'affronter lors de ces élections. Pourquoi vous présentez votre candidature? N'est-il pas temps de laisser la main à une autre génération et vous de soutenir cette nouvelle génération-là? Je ne sais pas, mais je n'ai jamais dit que j'étais candidat. Je n'ai jamais proclamé de candidature pour la simple raison que mon parti est un parti social-démocrate, un parti organisé. Tous les militants de ce parti-là ont le droit d'être candidats à n'importe quelle élection, pourvu que les instances habilitées du parti les désignent. Donc, il n'y a pas encore eu de réunion de mon parti pour désigner un candidat, et je n'ai pas naturellement fait de déclaration dans ce sens. Mais toujours est-il que si je suis désigné, j'accepterai de le faire. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, c'est le cœur. Ce n'est pas la couleur des cheveux, ce n'est pas les rides qu'on a sur la tête. Je continue de croire que ce qui manque à nos pays, c'est une âme politique. Lorsque vous voyez un pays qui a beaucoup de perturbations, c'est qu'il n'y a pas de colonne vertébrale politique. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent une vision. Et c'est lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui portent une vision qu'on peut traverser des épreuves, qu'on peut déplacer des montagnes, comme on dit dans les évangiles. Regardez le parti communiste chinois. Je ne suis pas du tout communiste, et encore moins maoïste, mais regardez la Chine. Regardez la Chine. Il y a eu la révolution avec Mao en 1949, un pays de 1,2 milliard d'habitants, c'est-à-dire à peu près le double de la population de toute l'Afrique, et qui en moins de 2 générations a sorti ce sous-continent de la pauvreté. Parce qu'il y a une âme politique. Il peut y avoir des jugements de valeur sur ce que c'est que la politique du Parti communiste chinois, mais on voit au moins les résultats. C'est-à-dire que l'âme politique est indispensable. C'est pour ça que vous avez rappelé tout à l'heure, moi je suis assureur de formation et de profession. J'ai fait 22 ans de carrière dans les assurances et la réassurance. Et puis après, j'étais à la Banque centrale.
Pourquoi je fais la politique depuis l'âge de 22 ans? Parce que, quand j'étais étudiant à l'université, Bokassa, qui avait pris le pouvoir par un coup d'État militaire, qui était colonel, s'est proclamé général, puis maréchal, puis empereur. J'étais étudiant. Et il y avait de nos professeurs qui se retrouvaient avec Bokassa dans des grandes manifestations politiques et qui soutenaient que Bokassa avait raison d'être empereur. Et que l'empire, c'était ce qui correspondait à la culture du Centrafricain. Et quand Bokassa est tombé, les mêmes professeurs allaient déposer à la commission d'enquête pour qu'on poursuive Bokassa et qu'on le condamne à mort parce que c'était le pire dictateur qu'on a connu. Et j'ai compris que nous avions affaire à des hommes et des femmes qui étaient, excusez-moi le terme, lâches. Et j'ai décidé, j'avais 22 ans, de m'engager politiquement. Aujourd'hui, j'en ai 56, je continue ce même combat-là. Et notre combat s'apparente à, vous êtes de l'Afrique centrale aussi, s'apparente à la marche de la tortue. Vous savez, la tortue, elle est tellement grosse qu'elle vit dans le cours d'eau, dans le marigot, et quand elle veut sortir de l'eau, elle est tellement lourde qu'elle tombe, elle roule, elle revient dans l'eau. Et puis, elle ressort, elle essaie de monter la berge, elle arrive à un endroit, elle retombe à l'eau. Et puis vous vous dites, cette tortue-là, elle ne sortira jamais de l'eau. Et vous repartez chez vous, quand vous revenez, la tortue est sortie, elle est partie depuis longtemps. Donc, il faut y croire, il faut se battre. Il faut se battre, et un jour, il y aura ce déclic-là qui permettra à nos pays d'avoir des âmes et d'avancer. Et naturellement, pour cela, il faut que des hommes et des femmes, jeunes, moins jeunes, peu importe, mais qui ont la jeunesse du cœur et la jeunesse de l'esprit, se sacrifient et se battent. Alors, autre chapitre, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que le temps file. C'est celui, le chapitre économique. Hein. Vous l'avez dit, ex-premier ministre, ex-directeur de la Banque centrale, donc vous connaissez bien les domaines économiques. Alors, il y a ce regroupement régional qu'on appelle la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, donc qui regroupe le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Comparé à d'autres ensembles sous-régionaux tels que la SADC ou alors l'East African Community ou la CEDEAO, on a l'impression que la CEMAC est à la traîne. Pourtant, vous partagez déjà la même monnaie, l'union douanière est déjà faite, la libre circulation des biens est déjà dans les textes, mais pourquoi ça va si lentement? Est-ce une question de leadership? Y a-t-il trop de concurrence entre certains présidents qui en plus sont au pouvoir depuis très longtemps? Bon, je vous remercie. Je crois que nous allons commencer par les choses qui ne fâchent pas. La CEMAC, c'est quand même le regroupement des États les plus riches d'Afrique, je crois, au moins en potentialité. Vous prenez le Gabon, c'est un émirat pétrolier en réalité. Vous prenez le Congo, c'est un grand producteur, le Congo-Brazzaville, c'est un grand producteur de pétrole. Vous prenez le Cameroun produit du gaz et du pétrole, et c'est un pays très riche sur le plan agricole. D'ailleurs, c'est le pays qui a l'économie la plus diversifiée de la sous-région. Vous prenez le Tchad est un État pétrolier, n'est-ce pas? Et vous prenez la République centrafricaine, qui est le seul État du groupe qui n'est pas un État pétrolier, mais où on trouve du diamant, de l'or qu'on exploite, et bientôt de l'uranium et du pétrole. Donc, c'est des États qui ont, si vous voulez, pour parler comme des comptables, qui ont des actifs. Mais d'un côté, c'est le regroupement en Afrique centrale, en Afrique, où la communication entre les États est la plus difficile. D'abord parce qu'il y a des barrières physiques. C'est la zone du bassin du Congo, c'est-à-dire le deuxième bassin forestier du monde après l'Amazonie, dont la circulation en zone de forêt est très difficile. Il n'y a pas de route, comme je le disais avant-hier, entre déjà la RCA et le Congo-Brazzaville, et entre beaucoup d'autres localités frontalières de cette zone-là. Et puis, il y a également le fait que, en fait, depuis l'indépendance, les pères historiques de l'indépendance qui ont su impulser l'intégration dans des pays, dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, ou en Afrique de l'Est, avec Nyerere, par exemple, en Tanzanie, ou Jomo Kenyatta au Kenya. En Afrique centrale, on n'a pas connu ça. C'était le président Bongo, que Dieu ait son âme, qui était en fait le doyen de tous. Mais il avait aussi d'autres problèmes, c'est que le Gabon
étant un pays de moins d'1 million d'habitants, la population gabonaise ne voulait pas beaucoup de l'ouverture sur la sous-région et notamment la libre circulation des biens et des personnes pour ne pas avoir à accueillir, comme on dit, toute la misère de la sous-région. Donc, l'intégration en Afrique centrale est vraiment un chemin de croix. C'est un chemin de croix et récemment, on a eu un peu une lueur d'espoir parce qu'on nous a dit que le 1er janvier 2014, il y aurait la libre circulation des biens et des personnes. Et c'est 2 ou 3 jours avant de venir à Tanger que j'ai appris que la Guinée équatoriale a décidé de ne pas appliquer cette mesure. Donc de ne pas accepter la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes et des biens, alors qu'en Afrique de l'Ouest et de l'Est, c'est une réalité depuis plus de 20 ans. Donc, à quoi cela est dû? Manque de leadership, difficultés de communication, barrières physiques et géographiques entre les pays, manque de culture, de solidarité. Je pense qu'il y a un peu de tout cela. Mais, comme je le dis toujours, il faut avoir la foi des néophytes. C'est-à-dire il faut continuer à croire. Parce que, comme disent les latins, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Il faut continuer à travailler, il faut identifier les facteurs de blocage, il faut revenir à la tâche et il ne faut désespérer de rien. Et je pense que même à l'allure de la tortue, l'Afrique centrale pourra peut-être avancer dans la voie de l'intégration. Une question aux financiers, si je puis dire. Il y a aussi, justement, dans cette zone-là de la CEMAC, 2 places financières concurrentes, mais qui n'ont pas la masse critique suffisante pour devenir des grandes places financières, c'est-à-dire la bourse de Douala, la bourse de Libreville. Alors, comment résoudre ce problème? On a l'impression, tous les experts disent qu'il faudrait les fusionner, mais ça bloque depuis des années. Pourquoi? Mais ça bloque pour des raisons, comme vous l'avez dit, de la diversité des leaderships dans la sous-région. Il s'agissait en l'occurrence d'une incompréhension entre le Cameroun et le Gabon sous l'ère du président Bongo Ondimba. Tout le monde sait que le Cameroun n'est pas... de plus hautes autorités camerounaises participent très rarement, c'est un euphémisme, au sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale, ce qui n'est pas le cas du Gabon. Donc, quand les chefs d'État ont décidé que la bourse des valeurs de l'Afrique centrale soit installée à Libreville au Gabon, il y a eu une réaction camerounaise tout de suite pour créer la même bourse à Douala. Mais je pense que là également, avec le temps, il faudra que des solutions techniques soient trouvées. Et je crois ne pas me tromper en disant que la Banque mondiale a trouvé une solution, a proposé au chef de la région une solution pour que les cotations se fassent à Douala et les règlements se fassent à Libreville. C'est la BAD. C'est la BAD qui a proposé. Voilà, c'est la BAD. La BAD, oui. Voilà, c'est ça, c'est la Banque africaine de développement. Et je crois que c'est un moyen de faire avancer ce dossier. Mais je continue à dire que c'est les hommes qui font l'histoire. C'est les hommes qui font l'histoire. Et l'histoire s'accélère ou ralentit selon les hommes qui sont au volant donc, de ces pays-là. Mais je suis résolument optimiste, aussi bien pour l'intégration en Afrique centrale que pour le développement de l'Afrique. Et je crois que ce problème se réglera lorsque les acteurs, n'est-ce pas, auront conscience de la nécessité d'unir nos forces au lieu de nous diviser. Alors, pour les 2-3 minutes qui nous restent, peut-être des questions relatives à l'homme. Une question, je posais d'abord la question au Premier ministre Ziguélé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accomplissez un rêve d'enfant à la place où vous êtes aujourd'hui et que vous regardez avec le recul? Quand vous étiez jeune garçon à l'âge de 5-6 ans, vous rêviez de devenir Premier ministre, de devenir chef d'État? Non, je vais vous faire une confidence. Quand j'avais l'âge de 11 ans, je voulais devenir prêtre. On en est très loin. Je suis entré au séminaire pour devenir prêtre. Mais vous savez que les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc je suis là où je suis et je remercie Dieu de me donner chaque jour la force pour penser à mon pays, à nos pays et à mon prochain. Et je pense que c'est une autre manière aussi d'être prêtre. Quel est votre livre de chevet actuel? Là, je suis en train de lire 2 livres. Je suis en train de lire un livre de la communauté San Egidio sur la construction de la paix.
comment faire pour résoudre les antagonismes entre des communautés dans un pays vers le chemin de la paix. Et je lis aussi un deuxième livre que je n'arrive pas à finir. C'est un livre de M. Severino qui parle de l'Afrique. Le temps de l'Afrique ? Pardon ? Le temps de l'Afrique ? Le temps de l'Afrique. Je pense que tout cadre africain en formation ou en activité doit lire ce livre-là. C'est vraiment une hymne à l'espérance sur l'Afrique. Le livre de Jean-Michel Severino, Le temps de l'Afrique. Merci beaucoup. Allez, on va prendre 2-3 questions. Malheureusement, il nous reste peu de temps. Monsieur là-bas qui avait levé le bras depuis longtemps. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur l'ex-ministre. Bonjour. J'ai une question bref. Pourquoi, dans l'Afrique, dans les pays d'Afrique, toujours les pays qui ont fait révolution, ils n'ont pas commencé avec la tâche, ils ont commencé avec la tâche de l'éducation. Si on voit, monsieur, si on revient avec le temps vers Israël, quand les Britanniques ont donné le pouvoir aux sionistes là-bas, la première chose qu'a fait les Juifs là-bas, les sionistes, c'est de faire une université hébraïque. Et tous les Juifs du monde entier, ils ont participé à cette université. Et les Juifs, à cette époque, ils disaient que cette participation et cette donation n'est pas une charité, c'est une construction d'une nation. Pourquoi nous, les Africains, surtout nous les Africains, nous ne pensons pas de la même façon? Nous, toujours, quand on fait une révolution ou une amélioration de l'État, on passe toujours vers la partie autoritaire, militaire. Et merci, monsieur l'ex-ministre. Merci pour la question. C'était monsieur, là. Oui. Non, madame, excusez-moi, c'était l'autre monsieur. Je suis désolé, mais on est obligé de choisir. Allez-y. Une question directe. Oui, je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Suivant votre discours, je reviens sur la situation de votre pays. En faisant une proportion 624 000 km² sur 4,5 millions d'habitants, je m'attendais de vous de ne pas évoquer le cas de la Chine, mais évoquer le cas de la Suisse, qui sont arrivés au développement humain. En dépassant les étapes du développement durable et du développement économique, ils ont atteint le développement humain. Sur le plan politique, je pense que vous avez dit que les gens viennent amasser de l'argent. Ça me fait rappeler quelque chose avec Jean-François Bayard, l'État en Afrique, la politique du ventre. Alors que vous avez évoqué aussi la maladie de santé mentale. Si je reviens à revoir un petit peu dans nos rétroviseurs l'histoire de l'Afrique, est-ce qu'on ne peut pas dire que la majorité des leaders africains ne sont pas atteints de la même maladie? Sinon, je vais vous donner des exemples. Mobutu et les autres. Concernant votre pays sur le plan politique, vous étiez le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre apport personnel pour le développement de la situation économico-sociale et politique de votre propre pays? Aussi, disons que si je peux qualifier que l'Afrique, votre pays, vous disiez qu'il contient des diamants et de l'or, moi, je m'attendais à qu'il ne soit un magma de gisement naturel, et je vois qu'il y a un magma sanguin de l'humanité qui se déroule sur la terre de l'Afrique. L'Afrique, c'est le plus riche continent du monde, mais c'est le plus pauvre, où l'homme, il vit avec un moins d'$1 par jour. Quelle est cette contradiction? Est-ce que ce sont les institutions politiques qu'on a importées de l'Europe qui ne sont pas convenables, ou il y a un problème dans l'homme et dans la classe gouvernante qui est un chien de garde des intérêts de la métropole et de ses intérêts propres? Et je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, comme le temps file, je ne prendrai pas de troisième question, mais je connais monsieur Ziguélé, je sais qu'il serait disponible pour les questions en dehors donc, de ce panel-ci. Je vais lui laisser répondre. Il lui faudra encore 1 heure pour tout expliquer sur, par exemple, son travail à la tête du gouvernement centrafricain. Mais je vous demanderai donc de répondre en 1 minute sur chaque question, celle de l'enjeu de l'éducation, et puis l'autre peut-être l'exemple de la Suisse. Pourquoi pas? Pourquoi vous avez choisi l'exemple de la Chine et pas de la Suisse? En 1 minute, monsieur le Premier ministre, je sais que c'est un exercice difficile, mais je précise qu'il pourra toujours répondre en aparté à vos autres questions.
Merci. Oui, je répondrai d'abord à monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous m'avez suivi avant-hier, quand on donnait les raisons d'espérer en Afrique, parmi les raisons d'espérer et ce qu'il reste à faire, j'ai 2 fois cité l'éducation, dont vous prêchez un convaincu. Pour moi, l'éducation est à la base du tout, parce qu'il faut savoir pour choisir. Et pour savoir, il faut avoir de l'éducation. Donc on est d'accord là-dessus. Il faut toujours commencer par l'éducation pour construire toute société. Et... Pardon ? Non, je ne peux pas permettre parce que le temps file. Vous pourrez poser la question à M. Ziguélé en dehors. Non. Monsieur, s'il vous plaît, il est en train de répondre à votre question et vous continuerez la conversation en aparté. Mon frère ici, vous m'avez certainement pas très bien suivi. J'ai parlé de la Chine quand M. Nindou m'a dit pourquoi je me représentais. Et je parlais de la nécessité d'avoir une vision et une âme politique. Une vision politique pour faire adhérer le plus grand nombre à cette vision-là. Et dès le moment où vous faites adhérer le plus grand nombre à une vision, vous pouvez réaliser des succès dans la construction du pays, du développement, du bien-être collectif, toujours pour le plus grand nombre, puisque vous avez une vision autour de laquelle le plus grand nombre a adhéré. Et c'est par rapport à cela que j'ai donné l'exemple d'un très grand pays qui a toujours été une destination hasardeuse et qui, grâce à la mobilisation de son peuple autour d'une idéologie politique, je ne fais pas de jugement de valeur sur cette idéologie, mais le résultat est là. En moins de 2 générations, ils ont pu passer d'un stade, j'allais dire, de misère généralisée à une situation où c'est un pays émergent, puisque la Chine fait partie des pays émergents. C'est de ça que je veux parler. Mais naturellement, la RCA, pays enclavé, etc., s'il y a une comparaison à faire, au moins géographiquement, ce serait la Suisse, puisqu'on ne peut pas la faire économiquement. Nous sommes à des milliers d'années-lumière de la Suisse. Voilà. Maintenant, par rapport au jugement de valeur, par rapport aux hommes politiques qui chercheraient, etc., mais ça, c'est du devoir du citoyen. C'est pour ça qu'on se bat pour la démocratie, pour que vous ayez la possibilité de choisir. Vous choisissez les hommes et les femmes que vous estimez capables de gérer votre pays. Et le jour où vous constatez qu'ils ne font pas le boulot, comme on dit, mais vous les démettez. On se bat pour avoir ce droit-là, dans son principe. Parce que, a priori, comment vous pouvez savoir que telle personne peut ou ne peut pas diriger un pays? C'est à la tâche que vous le voyez. Et la force de la démocratie, ou ce que nous cherchons autour de la démocratie, c'est de pouvoir choisir des hommes et des femmes et de les sanctionner positivement ou négativement si le contrat social avec le peuple n'est pas respecté. Voilà ce que je peux dire, puisqu'on m'a dit 1 minute, j'en ai utilisé 5. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci pour cette conversation. Et alors, je rappelle, Monsieur Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la RCA, est probable candidat à la présidentielle. En tout cas, il maintient encore le suspense. Mais moi, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Merci en tout cas. Merci à vous aussi pour votre attention. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur.